Ouais, je vais revenir, sur le donc en fait, surtout sur le discours d'Emmanuel Macron, analyser un peu son discours et voir les implications que ça. Heu, bah, oui, bon, en fait, quel type de reconnaissance c'est, en fait? Et que c'est pas, bon, et les problèmes que ça pose, en fait, enfin, le discours de Macron, les problèmes qu'il pose, en fait, plus que ça en résout. Donc en fait, la France a officiellement reconnu l'État de Palestine par le biais du discours d'Emmanuel Macron tenu, le 23 septembre devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et la France est aussi à l'origine, avec l'Arabie saoudite, de la déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États, qui a été endossée le 12 septembre par l'Assemblée générale des Nations unies. En fait, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il s'agit d'une reconnaissance sous hautes conditions qui trahi une vision coloniale, que si on avait été aussi exigeant avec Israël, Israël n'aurait jamais pu être reconnu en réalité, que c'est une reconnaissance qui arrive beaucoup trop tard et même que les conditions posées permettent en fait à terme à Israël d'aller au bout du génocide en cours. Et donc, je vais l'analyser à travers deux, trois éléments du discours de Macron. Le premier élément, c'est qu'en fait, durant son discours, il n'a pas arrêté de mettre en équivalence la Palestine et Israël. Il a par exemple dit, donc là c'est juste un exemple, hein, il dit: c'est un long chemin d'espérance et de désespoir mêlé qu'Israéliens et Palestiniens ont parcouru chacun à leur manière. Et moi, tout ça, ça m'a tout de suite rappelé en fait, les discours d'Erdogan sur le génocide arménien. Et par exemple, en 2019, il avait parlé d'une tragédie qui a frappé les deux camps. Alors, il serait bon de rappeler que dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il y a bien un oppresseur et un opprimé, ce qu'un certain nombre de faits et notamment de décisions de droit international rendues depuis la création de l'État d'Israël permettent de rappeler. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la déclaration d'indépendance d'Israël, qui se fait le 14 mai 1948, donc dernier jour du mandat britannique, elle se fait certes sur la base du plan de partage adopté par l'ONU, mais sans en respecter les modalités et contre la volonté des Palestiniens et surtout sans aucune consultation directe de la population locale, ce qui pose évidemment un problème pour un État qui se veut démocratique. Ensuite, avant, pendant et après la guerre israélo-arabe qui suit cette déclaration d'indépendance, il y a entre 700 000 et 800 000 Palestiniens, hein, quand même, qui vont fuir ou être chassés. Et c'est à partir de là que se pose évidemment la question des réfugiés palestiniens, qui est réglée normalement par la résolution 194 des Nations Unies, et qui dit notamment que l'Assemblée générale décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer. Donc, le droit au retour des réfugiés palestiniens, qui sont aujourd'hui plus de 6 millions, est garanti par une résolution de l'ONU, mais surtout, quand Israël est admis comme membre de l'ONU par la résolution 173, Israël s'engage à respecter ce droit au retour, ce qu'il ne fera évidemment jamais. Donc on pose des tonnes de conditions aux Palestiniens, mais on voit qu'Israël n'a toujours pas rempli cette condition, pourtant essentielle pour son admission à l'ONU et sa reconnaissance. Euh, c'est comme ça qu'en fait, des millions de Palestiniens ne vont vivre leur vie que dans des camps, et que l'État israélien va tout simplement confisquer leurs biens et détruire leur patrimoine. Ouais, ouais, tu peux mettre la photo d'après. Ouais. Leur patrimoine, donc notamment environ 500 villages, comme le montre notamment l'historien Ilan Pappé, qui démontre aussi que ce nettoyage ethnique était en réalité prémédité par les sionistes. À noter aussi que c'est à ce moment-là que se forme ce qu'on appelle la bande de Gaza, qui désigne la bande de terre autour de la ville de Gaza, où viennent alors se réfugier entre 200 000 et 250 000 Palestiniens. Les Palestiniens de Cisjordanie vont être annexés par la Jordanie, donc la Transjordanie à l'époque, et vivent sous occupation jordanienne jusqu'à la guerre des Six Jours en 1967, qui va voir Israël prendre le contrôle notamment de l'ensemble du territoire de la Palestine historique. Et depuis, les Palestiniens de ces territoires conquis par Israël vivent sous occupation, une occupation militaire extrêmement féroce, qui, couplée à l'implantation de colonies, va complètement désintégrer le territoire palestinien. Israël doit aussi mettre en place un système d'apartheid dont l'objectif va être d'empêcher le développement de la société palestinienne d'un apartheid. Et en 2007, dans le cadre de son refus du résultat des élections législatives palestiniennes de 2006, et avec la coopération d'Égypte, il faut préciser, Israël place Gaza sous un blocus absolument meurtrier. Tout ça, ce sont des faits qui sont appuyés par de nombreuses décisions juridiques, et notamment l'avis rendu par la Cour internationale de justice l'année dernière, qui indique bien que l'occupation et la colonisation des territoires palestiniens sont illégales, que le blocus de Gaza est illégal, et qui confirme l'existence d'un régime d'apartheid. Donc c'est dans ce contexte, et notamment celui du blocus illégal de la bande de Gaza, que se déroule l'attaque sanglante du 7 octobre 2023, qui est perpétrée par plusieurs groupes armés palestiniens et qui fait environ 1200 morts, dont 800 civils.
et qui va donner lieu à l'émission de mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas. Il se trouve que ces dirigeants ont déjà été tués par Israël et cette décision ne modifie en rien la situation structurelle qui a été décrite précédemment du point de vue du droit international interétatique en fait. Et cette situation qui s'est même empirée depuis le 8 octobre 2023, puisque Israël, désormais, c'est commis un génocide à Gaza et a doublé l'installation du colon en Cisjordanie, qui s'apprête tout simplement à annexer. Donc en fait, on voit qu'on ne peut absolument pas mettre Israël et la Palestine sur le même plan. Il y a bien un oppresseur et un opprimé, et donc Macron le fait. Et donc quand Macron le fait, c'est tout simplement, je pense qu'il faisait une forme de négationnisme. Et on voit bien aussi que ce qu'il cherche, c'est à enjamber le droit international, et notamment le dernier avis de la CIJ, auquel Israël aurait d'ailleurs déjà dû se conformer. Et dans la déclaration de New York, certes, on aborde la question de l'occupation et de la colonisation, mais sans calendrier, contrairement à ce qui est dit. Et surtout, la déclaration ne donne pas de solution à la question centrale des réfugiés, encore une fois laissée au bon vouloir d'Israël, et elle fait la question, et en fait, elle fait complètement la question de l'apartheid, qui est en réalité la question centrale avec celle des réfugiés et des réparations. Et donc, on arrive au deuxième point du discours de Macron, c'est qu'en fait, cette minimisation dessus de la culpabilité de l'État d'Israël, elle est expliquée inversement à une accentuation démesurée des responsabilités du Hamas et du 7 octobre. En fait, Macron, il le dit, il veut clairement exclure le Hamas du jeu politique, admettons, mais si on suit bien, on peine en fait à comprendre pourquoi il n'y aurait que le Hamas qui devrait être exclu. Puisque dans la déclaration de New York, on peut lire à l'article 29, nous nous sommes engagés à protéger les efforts de paix face aux fauteurs de troubles qui chercheraient à faire échouer la mise en œuvre de la solution des deux États par des mesures unilatérales illicites et des actions violentes. Donc dans ce cas-là, quid du Likoud et des partis qui sont à sa droite, et même quid des travaillistes quid du parti travailliste et de son successeur. Parce que tous ces partis, au sens de cet article, sont des fauteurs de troubles. Puisque aucun de ces partis ne sont pour une solution pacifique à deux États. Tous sont impliqués dans des massacres de Palestiniens et des actions de spoliation et désintégration de leur territoire et des actions en violation totale du droit international. Puis on peut évidemment s'inquiéter de la revendication d'une Palestine musulmane par le Hamas, c'est sûr. D'ailleurs, autant que la revendication d'une Europe chrétienne par la droite et l'extrême droite européenne, d'ailleurs. Mais on rappellera qu'historiquement, les partis palestiniens étaient porteurs d'un projet laïque, que même ce projet a été criminalisé et que dans les faits, c'est évidemment le sionisme qui est venu briser l'équilibre ethnique qui existait en Palestine. Et Netanyahou et d'autres ont même réactivé aujourd'hui la vision du Grand Israël, ce qui est un projet ultra-extensionniste qui donnerait lieu à nouveau main de sang, clairement. En réalité, on voit bien ici qu'en mettant l'accent uniquement sur le Hamas sans jamais parler des partis israéliens, l'objectif est uniquement de faire taire les voix qui sont pourtant nombreuses, qui côté palestinien continuent à contester notamment la partition du territoire et l'absence de règlement de la question des réfugiés et de la situation d'apartheid, et qu'inversement, personne ne semble rien faire pour concrètement freiner les velléités annexionnistes et expansionnistes israéliennes. On pourrait alors s'imaginer que Macron cible particulièrement le Hamas pour des raisons idéologiques, ou alors parce que c'est un mouvement classé terroriste en France et en raison de la violence du 7 octobre. En fait, quand on analyse bien, il n'y a aucune de ces hypothèses qui est crédible, car encore une fois, si ces critères étaient appliqués avec le même sérieux à Israël, cela devrait également entraîner l'exclusion d'à peu près tous les partis israéliens du jeu politique. Puisque sur le plan idéologique, on a déjà évoqué la présence en Israël de partis ultra-conservateurs. Allez lire l'histoire du Likoud, par exemple, c'est très intéressant. Et on va revenir plus tard sur la question du sionisme en tant que tel. On pourrait alors penser que Macron a un problème particulier avec l'islam politique, ce qu'il regroupe sous le terme d'islamisme, un terme qui est en fait assez fourre-tout et qui désigne des réalités qui sont extrêmement différentes. Et là aussi, ça ne tient pas, puisque dans le même temps, les Occidentaux ont soutenu la prise de pouvoir en Syrie d'Abou Mohamed al-Jolani, qui est un commandant djihadiste qui a notamment fondé le Front al-Nosra, qui était ni plus ni moins qu'une branche d'Al-Qaïda, pourtant considérée comme terroriste par de nombreux pays occidentaux à l'époque. De manière générale, on voit l'absurdité de ce discours officiel qui semble suggérer que les Palestiniens seraient de sales réactionnaires ou fondamentalistes qui devraient être privés de la possibilité de choisir leurs représentants parce qu'un certain nombre d'entre eux se tournent vers le Hamas, alors même qu'on assiste en Occident actuellement à une montée en flèche des idées des partis réactionnaires et fondamentalistes.
Donc maintenant, si on prend la question du terrorisme et de la violence en compte, on constate en fait, c'est ni plus ni moins que l'armée israélienne qu'il faudrait démanteler, si on appliquait ça sérieusement, puisque la création d'Israël se fait dans un contexte d'intensification des violences et des attentats menés, notamment par des groupes armés sionistes tels que la Haganah d'un côté et surtout l'Irgun et le Lehi de l'autre, qui vont ensuite être absorbés dans l'armée israélienne. Donc l'armée israélienne a littéralement été créée autour de groupes qui commettaient des actions sanglantes qualifiées de terroristes. Et une de ses premières missions va être de continuer le nettoyage ethnique de la Palestine, la Nakba, qui, au-delà des 700 000 à 800 000 réfugiés déjà évoqués, voit les forces sionistes puis israéliennes tuer 15 000 Palestiniens, environ 15 000 Palestiniens. C'est là que va s'opérer en fait un petit peu le miracle de l'État, puisque à partir de ce moment-là, les groupes armés transformés en armées officielles peuvent finalement continuer à terroriser la population de manière bien plus vaste et sans être qualifiés de terroristes. Et c'est comme ça qu'Israël peut donc occuper militairement la Palestine avec un système de répression ultra-violent, mettre en place un régime d'apartheid, exécuter des Palestiniens en Cisjordanie, permettre Sabra et Shatila, et mener régulièrement des raids qui font des milliers de morts civiles sur Gaza sous blocus sans être qualifiés d'État terroriste. Et c'est aussi comme ça qu'Israël peut priver de liberté des milliers de Palestiniens de manière totalement arbitraire et sans procès, et appeler ça de la détention administrative, sans que cela, bien sûr, soit qualifié de prise d'otage. Donc on voit bien ici que quand Macron, même dans son discours de reconnaissance de la Palestine, parle de manière disproportionnée du Hamas et du 7 octobre, alors qu'Israël est passé au stade ultime de son projet d'épuration ethnique de la Palestine par le moyen du génocide, c'est pas parce qu'il est contre la violence ou le terrorisme, mais uniquement parce qu'il est dans un camp, et en l'occurrence dans celui d'Israël, soit le camp de la colonisation occidentale de la Palestine. Et c'est dans ce cadre que Macron va même jusqu'à évoquer l'idée d'un État palestinien démilitarisé, alors même qu'à peine que l'armée russe était entrée en Ukraine, on parlait déjà d'armer les Ukrainiens jusqu'aux dents, et qu'on va même jusqu'à armer et former des néo-nazis issus du bataillon Azov en France. Par contre, et on voit bien hein, quand il s'agit des Palestiniens, on les traite de terroristes antisémites dès qu'ils lancent un caillou sur un char, et face à un projet d'élimination bien physique permis par le soutien matériel et immatériel de nos États, il y a des personnes, comme notamment Nora Bussini, qui leur demandent de ne se défendre que de manière symbolique. Je pense qu'il faut le dire très clairement, dans la situation actuelle, avec le génocide en cours, le discours de désarmement des Palestiniens, alors qu'on continue à armer Israël, c'est un discours génocidaire. La priorité aujourd'hui, c'est évidemment que l'Occident arrête de fournir des armes à Israël et prenne des sanctions, et qu'ensuite, le concours de la communauté internationale, hein, comme on dit dans la déclaration de New York, soit avant tout apporté non pas pour gérer les affaires intra-palestiniennes ou pour protéger la puissance occupante, mais l'inversion des rôles, mais au contraire pour empêcher Israël de terminer le sale boulot, pour reprendre les mots de Merz, et évidemment permettre que toutes les personnes détenues arbitrairement soient relâchées. Dans le même temps, tout le monde se rend bien compte aujourd'hui que l'indécence des propositions qui voudraient une nouvelle fois limiter la souveraineté des Palestiniens et nier leurs droits, parce que si on stoppe le génocide, mais que dans le même temps, on instaure une situation qui ne rétablit pas les Palestiniens dans leurs droits, et donc qui ne met pas un terme à la violence initiale dont ils sont victimes, on ne brisera pas le cycle de la violence. On peut reconnaître un État palestinien, on peut trouver des solutions à autant d'États qu'on veut, éliminer le Hamas et toutes les organisations imaginables, on ne supprimera pas le sentiment d'injustice et donc le risque d'exercice d'une contre-violence. Il n'y a pas de paix juste, donc il n'y a pas de paix tout court qui soit possible si Israël ne respecte pas le droit international. Et ça, la nécessité du respect du droit international, c'est précisément ce que tentent de nous faire oublier tous les plans de paix, les reconnaissances et les déclarations d'intention impulsées par les Occidentaux et appuyées par les pays arabes. Alors que la priorité, ça devrait être simplement le respect des décisions déjà rendues, et notamment de l'avis de la CJ, fin de l'occupation, fin de la colonisation, fin de l'apartheid et surtout retour des réfugiés. Maintenant, le vrai problème, et c'est un peu ce qui est l'éléphant dans la pièce, à chaque fois qu'on parle de ce sujet, c'est que le respect du droit international, pour Israël, ça semble rimer avec abandon du sionisme, qui est un projet par nature suprémaciste. Et c'est pour ça, je pense qu'on ne peut plus faire l'économie à gauche d'avoir une position claire sur le sujet, d'autant que la Macronie a usé jusqu'à la corde de la rhétorique d'assimilation de l'antisionisme à de l'antisémitisme, et que Macron, évidemment, ne s'est pas privé de jouer sur ce registre pendant son discours, puisqu'il a parlé de tous ceux qui attisent la haine antisémite, virgule, nourrissent des obsessions antisionistes.
Le problème de cette rhétorique, c'est qu'elle ne tient pas une seconde quand on lit simplement le texte fondateur du sionisme comme projet étatique et qu'on en constate l'application. Moi, j'invite vraiment tout le monde à aller lire ce livre. Il est pas long à lire. C'est l'État des Juifs ou l'État juif, ça dépend des traductions, qui était publié par Theodor Herzl en 1996. Il est disponible en ligne et je pense que chacun pourra constater qu'on a affaire à un projet colonial de peuplement et que c'est un projet qui est clairement revendiqué. Je prends juste une citation parmi mais beaucoup d'autres. Si Sa Majesté le Sultan nous donnait la Palestine, nous pourrions nous faire fort de régler complètement les finances de la Turquie. Pour l'Europe, nous constituerions là-bas un morceau de rempart contre l'Asie et nous serions la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie. Le sionisme, là on le voit, dès son origine, en fait, il s'inscrit pas dans les luttes de libération, mais bien dans le camp du colonialisme. Et Herzl, il comprend dès le début que pour réaliser ce projet colonial, il va avoir besoin de l'appui de la puissance qui règne sur la Palestine, donc qui est la Turquie à l'époque, et par la suite ce sera la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, Israël sait bien qu'il ne peut pas tenir sans le soutien des États-Unis. Et évidemment, vous en avez qui vont venir vous expliquer que le sionisme, c'est pas ça, en vous citant des sionistes qui ont pu influencer à un moment donné à la marge le projet. Mais la réalité, c'est que le sionisme, comme il va être mis en place, comme il va être mis en œuvre, c'est bien celui décrit par Herzl dans l'État des Juifs, au point que le jour de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la seule chose qui trône au-dessus de David Ben Gourion, c'est un portrait de Theodor Herzl. Comme on va le voir sur la photo. Voilà. Donc la question en fait de sioniste, anti-sioniste, c'est pas compliqué à résoudre en réalité, et en fait ça a assez peu à voir avec des questions religieuses ou ethniques. Allez lire le livre de Herzl. Si le projet colonial qu'il décrit vous paraît acceptable, bah, très bien, vous êtes sioniste, très bien pour vous. Mais si en revanche vous n'êtes pas d'accord avec ce projet qui, moi à mon sens, me semble dès le début porter en lui des germes génocidaires, vous êtes anti-sioniste. Personnellement, moi je peux tout à fait comprendre que des gens persécutés à un endroit cherchent à trouver un refuge ailleurs et veulent s'organiser politiquement là où ils sont accueillis, mais pas qu'ils viennent avec l'objectif de soumettre et même de remplacer le peuple qui les accueille. D'ailleurs, c'est peut-être ça le plus troublant en fait dans le livre de Herzl, c'est l'absence totale de mention de la population palestinienne, comme si de base les Palestiniens n'existaient pas pour lui. Et l'autre point qui est troublant et qui est même choquant, c'est que le sionisme est finalement très clairement, c'est pas une idéologie de lutte contre l'antisémitisme, au contraire, c'est une idéologie d'acceptation de l'antisémitisme. Et Herzl va même jusqu'à rendre les juifs responsables de l'antisémitisme en les considérant comme inassimilables dans les pays où ils vivent. Il dit la question juive existe partout où les juifs vivent en nombre, qu'on soit peu considérable. Là où elle n'existait pas, elle est importée par les immigrants juifs. C'est les immigrants juifs qui importent l'antisémitisme. Nous allons naturellement là où l'on ne nous persécute pas, et là encore, la persécution est la conséquence de notre apparition. Donc moi personnellement, je ne peux toujours pas être d'accord avec ça. D'autant que Herzl va rajouter toujours en 1896, les antisémites seront nos amis les plus sûrs et les pays antisémites nos alliés. Donc c'est assez risible d'entendre en permanence les défenseurs du génocide des Palestiniens tenter de faire un lien entre antisémite et antisionisme, entre antisémitisme et antisionisme, alors même on constate que le projet sioniste s'inscrit parfaitement dans la rhétorique antisémite et a été historiquement soutenu par nombre d'antisémites affichés. C'est comme ça que le vichiste Xavier Vallat déclare en 1967 « En dehors du sionisme intégral, il n'est pas de solution raisonnable et efficace au problème juif », ou que Jean-Noël Barrot, notre ancien ministre des Affaires étrangères, peut très tranquillement qualifier devant l'Assemblée nationale le gouvernement israélien de gouvernement du peuple juif. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il ne faut jamais oublier ici, c'est que tout part de l'horreur antisémite européenne, qui fait que même après la Shoah, comme l'a récemment rappelé Ilan Pappé, qui rappelle qu'aucun homme politique ou intellectuel européen n'a dit aux Juifs de revenir en Europe pour bâtir une Europe antiraciste dans laquelle aucun génocide ni aucun autre acte raciste ne se produira. Non, c'est le contraire qui s'est passé, puisque tous les intellectuels et leaders d'Europe de l'Ouest ont plébiscité l'idée du sionisme et ont donc préféré un projet de conquête coloniale plutôt que d'affronter leur propre antisémitisme. Donc moi, je peine à croire aujourd'hui que la solution puisse venir des États occidentaux et on pourra mettre Netanyahou ou le Hamas hors jeu, que ça ne change rien. Netanyahou et le Hamas, ce sont le résultat d'une situation coloniale qui n'a cessé de se durcir.
et la solution ne peut donc aujourd'hui se trouver que dans la fin des rapports coloniaux. Maintenant, la question c'est est-ce que les Israéliens sont prêts aujourd'hui à vivre d'égal à égal avec les Palestiniens? Normalement, malheureusement, j'en doute. Et ce sont peut-être mes racines arméniennes qui me poussent au pessimisme, mais malgré les mobilisations qui sont enfin massives, j'ai du mal à voir comment aujourd'hui un projet de nettoyage ethnique qui est aussi avancé et aussi indéfectiblement soutenu par l'Occident pourrait se finir autrement que par la conduite à son terme du génocide à Gaza et à terme en Cisjordanie. Ce qui se passerait, même si même le génocide à terme, ce serait pourtant une défaite cinglante pour l'Occident, parce que ce serait la preuve ultime que tous ces beaux discours qui n'est même pas capable de respecter chez lui ne sont en fait qu'un paravent pour conquérir toujours plus de terres et plus de corps afin de maintenir en vie un système économique à bout de souffle basé sur l'accumulation sans fin, alors que tout aurait pu être différent. Une immigration des Juifs en Palestine avait eu pour but de leur permettre de vivre à nos côtés en jouissant des, en jouissant des mêmes droits et en ayant les mêmes devoirs. Nous leur aurions ouvert les portes dans la mesure où notre sol pouvait les accueillir. Tel a été le cas pour les milliers d'Arméniens et de Circassiens qui vivent parmi nous en tant que frères et citoyens bénéficiant des mêmes droits, et que le but de cette immigration soit d'usurper notre terre, de nous disperser, et de faire de nous des citoyens de deuxième zone, c'est là une chose que nul ne peut raisonnablement exiger de nous. C'est pour cela que, dès le début, notre révolution n'a pas été motivée par des facteurs raciaux ou religieux, elle n'a jamais été dirigée contre l'homme juif en tant que tel, et contre le sionisme raciste et l'agression flagrante. Dans ce sens, notre révolution est également faite pour l'homme juif en tant qu'être humain. Nous luttons pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Nous luttons pour que les juifs, les chrétiens et les musulmans puissent vivre sur le même pied, c'est-à-dire en bénéficiant des mêmes droits et en assumant les mêmes devoirs, sans discrimination raciale ou religieuse. Et ça, c'était le discours de Yasser Arafat, tenu il y a plus de 50 ans, devant l'Assemblée générale des Nations unies le 13 novembre 1974. Merci beaucoup, Maxime, pour tous ces rappels et cette analyse que je trouve voilà, vraiment brillante. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être avec d'autres contributeurs, contributrices à ce podcast, parce que c'est effectivement, je pense qu'on n'a pas assez évoqué le leurre qui est finalement cette reconnaissance par les États occidentaux de l'État de Palestine, et c'est hyper important de le mentionner à nouveau. Je ramène Hicham sur le stream. Salut Hicham. On n'a toujours pas Mathie avec nous. Donc je propose qu'on enchaîne tout de suite sur notre spécial mouvement social. Peut-être que tu veux commencer à dire quelques mots à ce sujet. Je sais que toi, tu as beaucoup suivi et même plus que ça, le mouvement. Voilà. Donc, ouais, d'abord, juste un mot sur la chronique de Maxime. Je trouvais ça très juste et c'est important d'analyser vraiment ce qu'est le sionisme et comme une idéologie coloniale, et de bien comprendre, comme tu l'as bien exprimé, que le colonialisme tient en lui en fait l'idée de génocide. Donc c'est pas un processus qui arrive au premier bombardement, quoi. C'est vraiment, tu l'as très bien développé, etc. Mais c'est vraiment important.